On se retrouve pour ce grand direct, messieurs et dames, bienvenue à tous. Du 24 au 28 mai 2023, le président de la RDC va effectuer une visite d'État en Chine. Ce déplacement entre dans le cadre de la coopération entre les deux pays pour la relance du partenariat. Et puis Denika Dima, président de la CENI, a apprécié la qualité du travail dans un délai réduit après la publication des conclusions des experts sur l'audit externe du fichier électoral ce 22 mai à Kinshasa. Après la matinée d'échange tenue le vendredi 18 mai entre les responsables des établissements scolaires et la société civile sur l'introduction de la notion des droits de l'homme dans le cursus scolaire, ce mardi 23 mai était l'étape de la campagne de vulgarisation dans les écoles. Encore une fois, bienvenue en marge de la visite du président Félix Tshisekedi en Chine, attendu du 24 au 28 mai, et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui séjourne déjà à Pékin pour scruter les contours des accords signés lors de ce déplacement du chef de l'État congolais dans ce renforcement des liens de coopération et de relations bilatérales ainsi que d'amitié sino-congolaise. L'intense séance de travail les intenses séances de travail sont assurées par Christophe Lutundula dans l'Empire du Milieu. Reportage de la presse du ministère des Affaires étrangères. Une coopération sino-congolaise renforcée, ça va être le cas d'ici la fin de la semaine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu dans l'Empire du Milieu pour planter les décors et préparer les documents de la coopération qui seront signés par le président chinois Xi Jinping et le président congolais Félix Tshisekedi. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Panapela Pala, est à Pékin pour scruter dans le moindre détail avec son homologue Qin Gang le contour des accords à signer. D'intenses séances de travail précédées par des protocoles d'accueil qui annoncent les grands engagements d'État à État, des procès-verbaux qui sont apprêtés et contiennent tous les termes des accords dans différents secteurs. C'est ce qui explique l'importante délégation gouvernementale qui a pris ses quartiers à Pékin pour veiller aux détails qui encadreront chaque secteur de coopération. Et sur ce même chapitre de la visite du chef de l'État en Chine du 24 au 28 mai, cette visite entre dans le cadre de la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo pour relancer leur partenariat. Découvrez les détails dans ce récit d'Élise Fatou. C'est une première visite d'État du président Félix Tshisekedi au pays de son homologue Xi Jinping, avec pour objectif de relancer sur des nouvelles bases le partenariat Chine-RDC. Au menu de ces grands rendez-vous, des rencontres avec des politiciens et entrepreneurs chinois, ainsi qu'un dîner d'État, si aucune signature de contrat n'est prévue lors de cette visite. Félix Tshisekedi se rendra principalement dans 3 villes, notamment à Beijing, à Shanghai où il visitera des entreprises chinoises dans le domaine de l'électricité, des mines et des batteries, ainsi qu'à Shenzhen où le chef de l'État visitera des entreprises actives dans des nouvelles technologies. Le président de la République démocratique du Congo se fera accompagner d'une délégation de 5 ministres, celui des Affaires étrangères, des mines, de la défense nationale, des ressources hydrauliques et électricité et de celui de l'aménagement du territoire, selon des sources proches de la présidence. La dite délégation sera conduite par son directeur de cabinet adjoint chargé des questions économiques et financières. L'objectif principal de cette mission est de renégocier les contrats miniers signés par son prédécesseur Joseph Kabila. Cet accord prévoit que 2 entreprises publiques chinoises financent des projets d'infrastructure en utilisant le produit d'une mine de cuivre et de cobalt. Les affaires sont les affaires. Le président congolais souhaite un rééquilibrage de certains contrats avec Pékin et se rendra donc en Chine pour renégocier, rapporte l'agence congolaise de presse.
Autre chose, après la publication des conclusions des experts sur l'audit externe du fichier électoral ce 22 mai à Kinshasa, Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, a apprécié la qualité du travail dans un délai réduit. La page de l'enrôlement des électeurs étant tournée, la centrale électorale a annoncé la réception et le traitement des candidatures dans les semaines qui viennent. Le président de la CENI a rappelé à l'opinion que les élections sont prévues le 20 décembre 2023. Suivez. C'est un grand travail qui a été fait, bien entendu dans un délai très réduit, mais c'est des professionnels et leurs conclusions nous rassurent parce qu'ils ont trouvé que le fichier électoral est fiable. Et ils ont même dit que nous avons une très solide fondation pour le reste. Donc en tant que président de cette institution qui a travaillé d'arrache-pied, nous sommes sans doute satisfaits. La prochaine étape, c'est la publication des statistiques sur l'enrôlement, ça sera aujourd'hui, et puis le dépôt de l'avant-projet sur la répartition des sièges, ça aussi ça sera fait aujourd'hui. Et évidemment, à partir de cet instant, nous avons tourné la page de l'enrôlement des électeurs et nous passons à la réception et au traitement des candidatures dans les semaines qui viennent. Les élections, c'est pour le 20 décembre 2023. Rappelez-vous de ça. Si vous allez être candidate, je vous encourage de prendre ça très au sérieux. Et conformément à son calendrier électoral, le bureau de la CENI a déposé lundi dans la soirée l'avant-projet de loi portant répartition des sièges au ministère de l'Intérieur et Sécurité, une étape déterminante du processus électoral qui tourne définitivement la page de la révision du fichier électoral, conduisant vers l'ultime étape de réception et traitement des candidatures, a dit le président de la centrale électorale. Cet avant-projet de loi a été adopté par l'Assemblée plénière de la CENI le dimanche 21 mai 2023, a indiqué Denis Kadima. Suivez. Nous sommes venus déposer l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges au niveau national, au niveau provincial et local. Et c'est cela qui va nous amener droit dans la phase de réception des candidatures et traitement de ces mêmes candidatures. Donc on a déposé l'avant-projet pour que le vice-premier ministre l'amène au gouvernement qui à son tour va l'acheminer au Parlement afin qu'une loi soit adoptée dans ce sens-là. Après cette étape, en fait, nous venons de tourner la page de l'enrôlement des électeurs. On connaît maintenant le nombre de personnes inscrites sur la liste. Maintenant, la prochaine étape, dès qu'il y a la loi sur la répartition des sièges, nous allons convoquer l'électorat pour la députation nationale et plus tard, ça sera pour la députation provinciale et les élections locales. Et enfin, le 1er septembre, ça sera pour le président de la République. Donc nous sommes vraiment dans la logique de réception des candidatures. Il y aura après ça campagne et nous allons passer au scrutin. Donc il n'y a plus rien qui puisse nous arrêter. Nous sommes vraiment dans la ligne droite vers les élections. On va rester sur ce même chapitre. Les experts auditeurs ayant travaillé sur le fichier électoral 2023 ont rendu public les résultats de cette opération de nettoyage ce 22 mai. Cependant, certains acteurs politiques et de la société civile doutent de la fiabilité de ce fichier. Ce fichier tel que nettoyé dans 5 jours peut-il bénéficier du crédit des parties prenantes? Léo Kingu a interrogé 2 analystes. Suivez. Le contexte de l'élection du bureau actuel de la CENI explique le doute de certains acteurs politiques et de la société civile, estime Ignace Ndala, analyste politique. Dès le départ, il y a eu des contestations par rapport à la composition de la CENI. Il y a les uns qui ont estimé qu'il y avait des partis qui n'étaient pas associés. Pour Aimé Banza, acteur de la société civile, le timing de travail pose problème. Le timing qui a été consacré pour cet audit, étant donné que l'enrôlement des électeurs a pris énormément assez de temps, dans certaines aires opérationnelles. Pour Ignace Ndala, il n'existe aucun standard qui fixe le temps pour l'audit électoral. Il exprime plutôt sa désolation vu le nombre de doublons qui ont été élagués du fichier initial. Disons aussi sincèrement
qui n'existe pas quand on vérifie les théories et les expériences faites. Il n'existe pas un délai standard déterminé pour le travail de l'audit. Vous allez remarquer que quand les experts arrivent, ils viennent continuer ou ils viennent auditer un travail en amont qui avait déjà été fait par certains experts maison de la CENI. Parce que quand on voit 2 millions de doublons, moi je me suis arrêté sur ce chiffre, 2 millions de doublons, plus ou moins 9000 mineurs. C'est ce que moi j'appelle pour notre société une indiscipline citoyenne. Avec un fichier électoral déjà nettoyé, la CENI a passé le cap de l'enrôlement. L'avant-projet sur la répartition des sièges a été remis au gouvernement et les bureaux ont annoncé la réception des candidatures dans les prochains jours. Et puis le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga a accordé son hospitalité au gouverneur honoraire de la province orientale. Jacques Kiabula-Katwe et Jean Bamanissa ont passé en revue les questions liées au développement des villes, à l'instar de l'expo au béton qui se tiendra à Kolwezi dans le Lualaba du 6 au 9 septembre 2023. Cela dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire. Plus de détails dans ces propos de l'ancien gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa, recueilli par Ida Chileou. Mon passage ici à Lubumbashi, j'ai tenu à rencontrer son Excellence Monsieur le Gouverneur et passer en revue quelques questions qui sont toujours récurrentes, en tout cas dans la gouvernance des provinces. D'ailleurs, d'abord à le féliciter pour la stabilité. Vous savez que nos provinces, chez nous en Ituri, on est sous état de siège, mais rappelez vraiment que c'est la stabilité qui permet le développement. Et toute province qui est dans une situation stable est une province qui peut recevoir des investissements tant des locaux que de l'étranger, mais aussi que cela soit fait en partenariat public-privé. Comment est-ce que nous devons occasionner la présence des partenaires congolais dans les différentes affaires. Et de ce point de vue-là, moi je suis beaucoup plus tourné vers le domaine de la construction et nous organisons tout ce qui est Expo Béton, le développement des villes. Et nous réfléchissons sur ces questions et nous l'avons fait au niveau de Kinshasa jusqu'à présent et cette année nous allons le faire au Lualaba, donc qui attire beaucoup. C'est vrai que Lubumbashi a déjà ses infrastructures, mais Kolwezi est en train de se développer et toujours en corrélation très profonde avec le Haut-Katanga, Lubumbashi et ses différentes villes. Donc nous avons réfléchi quelle pourrait être la présence aussi de la province lors de ces assises qui vont se tenir à Kolwezi du 6 au 9 septembre. Ce sera autour de l'Eldorado que nous sommes en train de ressentir vers le Katanga. Et cela demande une politique de l'aménagement du territoire qui puisse être réfléchie, parce qu'on le voit aujourd'hui à Kinshasa, c'est une ville qui aujourd'hui est économiquement étouffée, il n'y a pas de mobilité. Il ne faut pas que demain nous puissions avoir la même chose ici, que l'urbanisation ne réponde pas au développement et que les infrastructures ne répondent pas non plus au développement de la province qui se veut être une province minière mais qui doit répondre aux besoins de la population. Nous avons des approches qui doivent toujours aller vers le contentement de la population et c'est ce que je disais, aujourd'hui nous devons garder nos provinces stables comme celle-ci et prêtes à devenir, et le gouverneur est tout à fait disposé à ce que nous puissions revenir. Et moi j'ai ma casquette aujourd'hui de gouverneur honoraire ou de gouverneur en suspens, mais qui peut aussi partager en tout cas les expériences avec ses collègues. Et puis, chose promise, chose due, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula-Katwe, a remis ce lundi 22 mai 2023 un bus Pimpa neuf aux étudiants de l'ISP Lubumbashi. L'autorité provinciale a chargé, et pour ce faire, son directeur de cabinet adjoint, Christian Nkunda Mutoki. C'était en présence du comité de gestion de cette institution d'enseignement supérieur. Reportage. En rapport avec le bus, vous l'aurez le lundi prochain. Jacques Kiabula-Katwe est passé ce lundi 22 mai 2023
De cette parole à l'acte, une semaine jour pour jour, le gouverneur du Haut-Katanga a remis un bus pimpant neuf de 60 places assises aux étudiants de l'ISP Lubumbashi. Cette dotation a été faite par son directeur de cabinet adjoint en charge des questions politiques et administratives, Christian Konda Mutoki, en présence du comité de gestion et des étudiants de cette alma mater. Christian Konda Mutoki a remis les clés du véhicule au DG de l'ISP Lubumbashi en lui demandant d'en faire bon usage. Très touché par cette action du gouverneur, le directeur général de l'ISP Lubumbashi, Christophe Kaswala, a remercié l'autorité provinciale tout en énumérant certaines de ses œuvres déjà posées en faveur de cet établissement d'enseignement supérieur. Que dirons-nous encore? Simplement le mot merci et plein succès dans votre carrière, celle d'accompagner la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous servez d'ailleurs avec loyauté légendaire. À nous de vous promettre que nous allons faire un usage raisonné de ces dons pour que ces dons puissent durer dans le temps. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Gouverneur ici représenté. Les étudiants de l'ISP Lubumbashi ont abondé dans le même sens que le DG Kaswala. Pour cette liaison d'acte à la parole, après son passage dans l'analyse des sacs de farine, il n'est pas toujours une coutume chez bon nombre d'hommes politiques qui promettent sans réaliser. Heureusement, lui a fait la distinction, il a promis et il a réalisé aujourd'hui. Nous promettons, Excellence, Monsieur le Gouverneur, de faire bon usage de cet outil mis à notre disposition. Ce geste du gouverneur Jacques Kaboula Katoué n'est pas le premier en faveur des institutions universitaires de sa province. Le premier des Haut-Katangais tient à une formation de qualité de futurs cadres du Haut-Katanga. D'où ces gestes allant, dans certains cas, jusqu'à la construction de nouveaux auditoires en leur faveur. Et suite à la répression des manifestants par la police lors de la marche organisée à Kinshasa le 20 mai dernier, plusieurs organisations ont dénoncé le comportement des forces de l'ordre, à l'instar de l'Union européenne, les États-Unis ainsi que la MONUSCO, qui joignent leur voix pour que les responsabilités soient établies. Yvette Fortuné-Kadiadia nous fait le point. Après la marche de l'opposition organisée le 20 mai dernier ayant connu beaucoup de dérapages de la police, la mission onusienne invite les autorités congolaises à respecter strictement les principes sur l'usage de la force dans le cadre du maintien de l'ordre et à respecter les droits à la liberté de réunion et de manifestation pacifique. Par ailleurs, la MONUSCO joint sa voix à celle du ministre des Droits de l'Homme appelant à l'ouverture d'une enquête et à la traduction des responsabilités de la justice et salue l'arrestation des policiers impliqués dans l'incident contre un mineur. Le bilan fait état d'une vingtaine d'arrestations parmi lesquelles celles concernant les présumés auteurs d'actes de vandalisme visant la sous-commissariat de Kianza. La police affirme aussi avoir ravi six machettes des mains de certains manifestants drogués venus s'aimer le chaos. En dehors de la RDC, l'Union européenne comme les USA condamnent également la répression violente lors de cette manifestation à Kinshasa et l'usage disproportionné de la force à l'encontre des manifestants, y compris des mineurs. Elle espère que l'enquête indépendante de la justice demandée par le ministère des Droits humains de la RDC permettra de faire la lumière sur les circonstances et d'établir les responsabilités sur les violations constatées. Au Lolaba, après la matinée d'échange tenue le vendredi 18 mai entre les responsables des établissements scolaires et la société civile sur l'introduction de la notion des droits de l'homme dans le cursus scolaire. Ce mardi était l'étape de la campagne de vulgarisation dans les écoles. Le Lolaba est vaste. Les initiateurs ont sollicité du gouvernement provincial un accompagnement afin que tous les territoires soient atteints. Suivez. Devant les élèves de la 3e et 4e secondaire, Maître Jonas, l'un des initiateurs du projet, a d'abord donné le mobile de leur présence dans ces classes du complexe scolaire Ewabora. C'est dans le cadre de la campagne que nous avons lancée sur l'éducation aux droits de l'homme dans les écoles de la province du Lualaba. Prenant la parole, Maître Gauthier Kayumbo, coordonnateur provincial du projet, a à travers un échange avec les écoliers rappelé leurs droits mais aussi les devoirs.
Partant des obligations que vous avez l'obligation de respecter les biens communs. S'en est suivi la séance de questions et réponses entre acteurs de la société civile et leurs interlocuteurs. Il faut éradiquer définitivement les phénomènes anti-vote. Commencez par connaître vos droits. Vous allez vous rendre compte que tous ces prétendus violeurs de vos droits auront peur. Quand vous avez raison, on va vous donner raison. Vous avez tort, on vous donne tort. Maître Gauthier Kayombo s'est dit satisfait de l'importance qu'ont accordé les élèves à l'échange. L'objectif étant celui d'atteindre tous les coins du Lualaba, faute de moyens. L'accompagnement du gouvernement provincial est sollicité. C'est le ministre de l'Éducation provinciale qui était le premier à accueillir ces projets. Nous espérons qu'il va nous soutenir pour que nous puissions atteindre les fins fonds de la province du Lualaba. Là, nous dirons que nous avons atteint notre objectif. Après la sensibilisation dans les écoles, un outil pédagogique sera concocté pour une bonne introduction des droits de l'homme dans l'enseignement, car l'enfant a l'obligation de connaître ses droits. Et après avoir amorcé en justice la procédure de divorce, Rebecca KPP est surprise de la manière dont la procédure d'indemnisation a été effectuée au bénéfice de sa famille. La victime dit avoir saisi par le biais de ses avocats l'entreprise qui a indemnisé et différentes institutions de la province, notamment l'Assemblée provinciale du Lualaba, en vue d'obtenir la suspension de l'achat de sa maison. Malheureusement, elle n'a pas trouvé gain de cause. Les détails dans ce long format de Gaskalong. Âgée de 50 ans et mère de 7 enfants, Rebecca KPP s'est dit victime de l'opération des délocalisations. Étant en procédure de divorce depuis 2014, la victime accuse l'entreprise Comus d'avoir indemnisé son mari qui aurait pris la poudre d'escampette sans l'en informer au préalable. Le problème qui était là, c'était le problème, il y a divorce. Alors, la procédure des divorces était déjà enclenchée en injustice et on attendait le verdict du tribunal pour que Comus puisse nous délocaliser. Et on avait même saisi l'entreprise et toutes les autorités de la province concernées. À notre grande surprise, on apprendra que Comus avait déjà payé l'argent à monsieur, malgré que l'entreprise était saisie du dossier à travers mes avocats. Donc c'est la faute à l'entreprise. Si l'entreprise a payé à monsieur, ça c'est pas mon problème parce que l'entreprise savait qu'il fallait attendre la décision du tribunal. Je détiens les accusés des réceptions des lettres que nous avons déposées au sein de l'entreprise pour interdire tout paiement. Malheureusement, monsieur a été servi et aujourd'hui, monsieur est parti. Il a été même licencié de la Gécamine où il travaillait. Parce que commis une erreur yaki. Si tu me prévenira que bien avant, depuis 2021, nous avons un document yoté. Jadis, située dans un quartier habitable, cette maison se trouvant sur l'avenue Kaluina au numéro 12 de la cité Gécamine Kolwezi est la seule qui reste et visiblement, elle se trouve dans un site minier où les activités s'y exercent normalement, chose qui inquiète la victime et ses 7 enfants, ceci au regard du danger auquel ils font face au quotidien. Alors je lance un appel aux autorités de la province car actuellement nous sommes en insécurité. Imaginez-vous, les activités de l'entreprise Comus nous mettent mal à l'aise. Il y a de la poussière partout, c'est difficile même d'arranger la maison. Nous sommes sur les sites miniers, ça c'est pas normal, nous sommes où là? Et nous ne dormons même pas. Nous avions été visités plusieurs fois. Et 2 fois la nuit, vous entendez même les tiraillements entre la police et les créateurs. Et si la police tirait, quel sera notre sort? Nous nous sentons vraiment abandonnés. Pour sa part, Jean-Pierre Kalenga, commissaire aux affaires foncières, affirme avoir pris langue avec les responsables de l'entreprise Comus pour pallier le problème. Mais quand tu regardes ce dossier de près, du début jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de zones d'ombre. Qu'à cela ne tienne, la famille, le dossier se trouve déjà en justice. Je pense que la justice est en train de faire ce qu'il faut faire. Mais nous, de notre côté, compte tenu de l'avancée de Comus sur le terrain, il nous a été informé que la dame est restée au milieu des débris. Tout le monde qui l'entourait, ou toutes les maisons, tous les gens qui étaient autour d'elle sont déjà partis, ils ont été délocalisés. Alors nous avons posé les problèmes à la société Comus. La société Comus, c'était mardi, dans notre réunion d'évaluation.
Et la société Comus nous a dit que, donc par les biais de leur directeur général, ils nous ont répondu qu'ils n'avaient jamais vu la lettre et que la lettre de l'avocat de la dame était arrivée ou parvenue à la société après que le paiement soit déjà effectué par la banque. D'où cet appel? Je vais demander à la dame de patienter un tout petit peu. Je ne sais pas du côté de la justice comment est-ce que ça avance, mais de l'autre côté, nous pensons que cette semaine, nous allons recontacter la société Comus avec les documents, preuves avec des accusés de réception, afin d'essayer d'élucider cette question. De son côté, l'Assemblée provinciale, par la bouche de l'honorable Kasseya, dit être saisie de la question et une solution est envisageable. Quand j'ai été saisi, nous avons invité Comus. Et Comus est arrivé, j'ai fait le rapport au président. Donc jusque-là, je crois que nous sommes en train de discuter et d'en parler avec l'entreprise. Et nous espérons avec Dieu que nous pouvons peut-être arriver à une solution. J'ai reçu aussi les avocats de madame. Nous avons échangé avec eux. Nous pensons que Dieu voulant, nous pouvons arriver à une solution. Maintenant, là, nous sommes sur le dossier. Je suis sur le dossier et soutenu par le président de l'Assemblée, Louis Kamouni. L'entreprise Comus, de son côté, dit avoir procédé à l'indemnisation au regard strict de la loi de la République, car n'étant pas saisie par une décision de justice pour surseoir l'indemnisation de cette famille. Entre-temps, les travaux de l'entreprise se poursuivent et l'habitation au cœur de ces différends continue d'encaisser les chocs à la suite des travaux de l'entreprise minière. Et puis la situation que traversent les habitants des avenues Ntambwe Munana 1 et 2 au quartier Biachara dans la commune de Dilala est préoccupante. Les minages de l'entreprise minière Comus menacent les maisons dans cette partie du centre-ville de Kolwezi. L'honorable Jean-Marie Kasseya a visité ces maisons le lundi dernier et le pire est à craindre. Suivez. Comme il avait promis lors de leurs derniers échanges, l'honorable Jean-Marie Kasseya Tchingambo a effectué ce lundi 22 mai 2023 une descente derrière la ville commerciale, précisément aux avenues Ntambwe Munana 1 et 2, pour avoir l'idée claire sur les dégâts causés par les minages de l'entreprise Comus. Visiblement, le pire est à craindre. Les maisons fissurées, les occupants de ces maisons sont exposés à tout sauf à la vie. Mambo ni pa kutoka juu kama unasema wikali muina mnaibe kama tupata muina masashi nyenzo tushiseme niveau minafika mimi nalomba délocalisation ndio sasa Comus aone ma valeur ya manyumba yetu. Cette visite de l'honorable Jean-Marie Kasseya a donné de l'espoir à cette population. Nous saluons sa descente parce qu'il est venu parler du doigt la réalité ou les conditions dans lesquelles les habitants de Ntambwe Munana sont en train d'accroupir. Parce que lui, quand vous lui posez les problèmes, souvent il a toujours trouvé des solutions appropriées. Et aussi l'Assemblée provinciale que dirige le président honorable Kamouni pour que les solutions idoines soient trouvées. Aussi. Le député Jean-Marie Kasseya Tchingambo s'est senti touché et promet de faire rapport au président de l'Organe délibérant du Lualaba, l'honorable Louis Kamouni Mataïla. Aujourd'hui, en tant qu'institution Assemblée provinciale, je ferai le rapport au président pour que ce dernier puisse prendre la décision d'instruire le gouvernement provincial qu'on puisse envoyer une équipe urgemment, des experts, pour commencer le mesurage, les calculs. Parce que l'urgence s'impose. Comus doit être conséquent. Parce que ce n'est pas la population qui demande la délocalisation, mais ce sont les effets des minages que la population est en train de décrier. L'élu de Kolwezi a fait porte-à-porte en visitant ces maisons de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. La délocalisation s'impose sans discussion. L'irréparable peut arriver, n'attendons pas les pires. Et voilà qui met un terme à ce grand direct. Messieurs et dames, merci à tous de nous avoir suivis.